Bonsoir mesdames et messieurs. Enchanté d'être ici ce soir pour cette présentation sur la monnaie pleine. Je vais essayer de me placer un petit peu dans le continuum de ce que vous avez présenté, parce que ça m'a paru vraiment très intéressant et très pertinent. La monnaie pleine, vous la donnez comme une nouvelle approche. Je vais reprendre l'idée de monnaie en termes d'unité de compte que vous avez présenté tout à l'heure, et puis traiter l'aspect sous la question un peu sociale, parce qu'on aimerait bien être rassuré dans une société où on est en déperdition, on ne sait pas où on va, il y a des coupes sombres partout dans les dépenses de l'État, dans les salaires des fonctionnaires, ça a des répercussions sur toute la société. Il y a aussi des difficultés pour obtenir de l'emploi, c'est lié aussi à la question de la masse monétaire. Et on s'aperçoit que la crise qu'on traverse aujourd'hui, elle a une origine qui est profondément ancrée dans la monnaie et dans tous les aspects que vous avez présentés et qu'on découvre ce soir avec un grand plaisir, un certain émerveillement. Alors, je vais essayer de vous dire quelque chose. Là, on a déjà un petit peu parlé de ces choses-là dans la conférence précédente. Qu'est-ce que devrait être la monnaie pour que la monnaie soit quelque chose d'utile et une fonction sociale, une fonction marchande, une fonction protectrice, une fonction symbolique aussi? Alors, il y a bien entendu la question d'être l'intermédiaire dans les échanges. Vous avez parlé de la coïncidence entre les échanges, c'est tout à fait ça. Il y a la question de la dette. La monnaie est un pouvoir libératoire. On peut payer une dette au moyen d'une monnaie. David Graeber, qui a écrit un ouvrage magistral sur la dette, qui s'appelle « 5000 ans de dette », explique qu'on peut payer avec de la monnaie ou des moyens d'échange des crimes ou bien des dettes sociales qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Donc il n'y a pas seulement cette fonction de marchande, mais il y a la fonction libératoire. Il y a aussi, évidemment, la question de réserve de valeur, qui est basée sur la confiance que l'on a dans la monnaie. C'est clair que si une monnaie perd de la valeur au cours du temps, la question de la réserve de valeur est difficile pour nous, parce que c'est le cas de nos épargnes. On aimerait bien que les épargnes produisent de l'argent, parce que la monnaie s'érode. Il y a la question d'unité de compte pour le calcul économique et la comptabilité, donc l'idée que la monnaie est un chiffre. Et puis, cette monnaie devrait représenter la richesse de la société. Si la quantité de monnaie est plus grande que la richesse globale de la société, on a à ce moment-là un phénomène d'augmentation des prix et d'inflation. Et si la quantité de monnaie est plus faible que la richesse de la société, en termes d'évaluation, on a le contraire, c'est-à-dire que les prix baissent, mais le marché s'enlise. C'est ce qui se passe actuellement. On est entré en déflation. Il n'y a plus assez de monnaie, en tout cas de monnaie qui circule dans l'économie réelle, pour que la société fonctionne normalement. Et c'est la raison de ces crises, c'est la raison de nos inquiétudes, et c'est la raison aussi pour lesquelles on essaye de pallier ou d'avoir des projets à long terme qui permettent d'endiguer ces difficultés. Ça, c'est ce que devrait être donc une monnaie. Ce que ne doit pas être la monnaie, c'est une dette insolvable. On a parlé déjà un petit peu du crédit. Revenons un tout petit peu sur cette notion de crédit. Lorsque l'on fait un crédit, en fait, l'on s'endette. Et si on s'endette, on ne sera jamais tranquille jusqu'à ce qu'on ait remboursé cette dette, puisqu'il y a toujours la pression du créancier. Et le problème, c'est que dans le crédit tel qu'il est conçu aujourd'hui, on vous prête de l'argent, par exemple, pour construire votre maison. On spécule sur le fait que vous allez rembourser cet argent à plus ou moins long terme. Et puis, vous devez, en même temps que vous remboursez, donner des intérêts sur cet argent. Ces intérêts sont prélevés sur la masse financière globale. Ils sont en quelque sorte extrait par la force du travail. Et la banque, en fait, n'a jamais émis les intérêts. Elle a toujours émis le principal, et toutes les dettes ne sont que des principaux, mais les banques réclament des intérêts. Ce qui fait que, globalement, la dette, nous devons rembourser les dettes en même temps que les intérêts, et il n'y a pas assez d'argent en circulation, il n'y aura jamais assez d'argent en circulation pour rembourser les dettes en même temps qu'on paye les intérêts.
Donc en fait, on est piégé. Et c'est l'ensemble de la société qui est piégée par ce système de dette. La dette, généralement, la dette de la société est une dette insolvable, par nature. On peut baisser les taux d'intérêt, on peut même faire des taux d'intérêt négatifs, il faudra toujours rembourser, et c'est absolument impossible à rembourser. On considère qu'à partir du moment où un pays, par exemple, a des taux d'intérêt au-dessus de 7%, il est totalement inutile d'espérer quoi que ce soit pour le futur de ce pays. Alors quand vous parlez de la Grèce à 16%, on voit ce qu'il en est. En fait, c'est une mise à mort, et c'est une mise à mort qui est organisée et qui est programmée. Et ça, c'est un problème de dette. Donc cette monnaie qui circule dans la société actuellement et qui est issue du crédit, à 80%, 90%, la monnaie qui circule actuellement en Suisse est issue du crédit, partout, dans tous les pays, c'est la même chose, est une dette, et une dette insolvable. C'est une pression constante sur toute la société. On est collectivement pressionné à rembourser chacun individuellement une partie de ses intérêts par nos crédits ou par l'augmentation des prix des entreprises qui elles-mêmes n'arrivent plus à rembourser leurs propres crédits. Voilà, donc ça c'est ce que la monnaie ne devrait pas être, une dette. La monnaie ne devrait pas non plus être une valeur en soi. Aristote l'avait déjà dit. Donc c'est pas nouveau, on sait ces choses-là depuis 2500 ans. Aristote avait parlé à l'époque de crématistique. Il disait « l'argent ne fait pas de petits ». L'argent, si c'est une unité de compte, ne peut rien produire. L'argent, ce n'est pas de la terre qui fait pousser des légumes. On dit très bien d'ailleurs que les billets ne poussent pas sur les arbres. C'est exactement ça. Et en fait, aujourd'hui, on a institué une forme d'argent, l'argent roi, où on considère que l'argent a une valeur en soi. L'argent n'a que la valeur de confiance, la valeur des échanges, mais en soi, si par exemple un billet de 1000 francs brûle, eh bien on peut le remplacer. On n'a pas perdu 1000 francs parce qu'un billet de 1000 francs a brûlé. Il faut juste savoir quel billet a brûlé et on le réimprime et la chose est faite. Donc l'argent n'a pas de valeur en soi. Et dans une société où on considère que l'argent a une valeur en soi, on devient captif de la notion d'argent. On réfléchit uniquement en fonction de valeur et non pas en fonction d'échanges. L'argent n'est pas non plus un moyen de création de la richesse. La richesse, elle est issue de la terre, elle est issue du travail. Comment est-ce que la richesse arrive à exister? Eh bien, il y a un support matériel, qui est la terre, et que l'on fait fructifier. Si j'ai un lopin de terre et que je plante des légumes, je vais pouvoir distribuer mes légumes. C'est une richesse pour la société. Je vais pouvoir les échanger avec autre chose, avec des tables, des chaises, ce que l'on veut. Donc en fait, la véritable création de richesse, en généralisant, c'est le travail, la valeur que le travail apporte à la terre ou à ce qui sort de la terre. De ce point de vue-là, même l'or n'est pas une richesse en soi. Ça paraît scandaleux de le dire, mais on a mis beaucoup d'idées dans la question de l'or. On voit l'or comme une espèce de chose inaccessible, ça brille, c'est beau, c'est inaltérable. En fait, l'or a été choisi comme support principal dès le départ parce qu'il est infalsifiable. Et c'est la raison pour laquelle l'alchimie était interdite au Moyen-Âge. On soupçonnait les alchimistes de faire de la fausse monnaie, donc de l'or. La matière a une valeur en soi dans la mesure où on peut en faire quelque chose. Si on ne peut rien en faire, elle n'a aucune valeur. Donc ce n'est pas un moyen de création de richesse, c'est ce qui permet donc d'utiliser cette matière qui va être le créateur de richesse. Et quel que soit le type de travail, puisque tout travail est une contribution d'une façon ou d'une autre au bien social, et c'est comme ça que l'on veut son travail. On ne veut pas ce qu'on appelle maintenant ces nouveaux jobs, qui sont des jobs inutiles. On parle maintenant d'un nouveau burn-out, je ne sais plus comment ça s'appelle, le brown-out, je crois, parce qu'on a créé des postes de travail où on fait du travail pour rien, où les gens s'embêtent, ils font des calculs toute la journée sur des choses qui n'existent pas. Donc en fait, on veut vraiment un travail qui rapporte à la société et qui permette de nous valoriser. Il y a cette fonction sociale. Donc la monnaie ne devrait pas être le moyen de création de richesse parce que c'est le travail.
Non plus un moyen de concentration de la richesse, parce que si on concentre la richesse, on appauvrit la masse monétaire et on empêche les échanges. Et non plus un objet de spéculation, parce que la monnaie n'ayant pas de valeur en soi, on ne peut pas augmenter artificiellement la valeur de cette monnaie en jouant à la table de multiplication. Voilà donc ce que ne devrait pas être la monnaie. Et c'est malheureusement ce qu'elle est. J'ai ici une petite diapositive que j'avais enlevée, mais enfin vous pouvez lire ça. C'est quand même le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui l'a dit. C'est assez extraordinaire qu'on ait une certaine lucidité quand on est gouverneur de banque centrale, mais il était à la retraite quand il a prononcé cette phrase. Il ne risquait plus rien. Alors maintenant, monnaie pleine. Nous arrivons avec des solutions. Ces solutions, elles sont destinées à endiguer les difficultés. On aimerait bien, évidemment, enrayer tous les côtés négatifs que vous avez cités aussi de la monnaie. Et pour ça, on imagine le concept de monnaie pleine. Quand on a parlé de monnaie pleine dans les groupes de travail il y a déjà quelques années, on a décidé, on a voté sur le nom de cette monnaie. Et on est arrivé sur monnaie pleine, mais on avait plein de synonymes. Et finalement, tous les synonymes étaient satisfaisants parce qu'ils recouvraient un aspect, et le mot monnaie pleine a été choisi parce que finalement, il était la traduction littérale de ce Vollgeld qui était déjà posé en allemand par les initiateurs de cette initiative monnaie pleine. Donc, le principe de la monnaie pleine, c'est que c'est une monnaie centrale. La monnaie centrale, c'est la monnaie qui est créée par la banque centrale. Ce n'est pas la monnaie qui est créée par les banques, par le crédit. C'est une monnaie qui, en principe, revient toujours à la banque centrale et qui existe parce qu'elle a été créée une fois pour toutes par la banque centrale qui est dotée de ce pouvoir. Donc la monnaie pleine est une monnaie centrale. Ça veut dire que dans un système de monnaie pleine, il n'y a plus que de la monnaie centrale, il n'y a plus de monnaie mise en circulation par des banquiers privés, il y a une seule sorte de monnaie dans le pays. On l'appelle aussi monnaie souveraine, parce qu'elle est créée souverainement, elle est créée par une autorité. Et cette autorité en Suisse, évidemment, c'est le peuple ou les délégués du peuple, c'est donc ce qu'on appelle le souverain, sans l'intermédiation bancaire, c'est évidemment le synonyme de la monnaie centrale. Il faut voir que la monnaie a toujours été le privilège des rois. Chaque fois qu'on changeait de roi, on changeait de monnaie, ou en Valais, puisque je viens du Valais, chaque fois qu'on changeait de prince-évêque, les nouveaux princes-évêques reprenaient la masse physique, monétaire, du prince-évêque précédent, la faisaient fondre et battaient une nouvelle monnaie à l'effigie du nouvel évêque. Donc c'est un privilège régalien. Et ce privilège régalien, il est évidemment source de la confiance que l'on a dans la monnaie. C'est le souverain qui émet la monnaie. Et donc, c'est lui qui a ce privilège et personne d'autre, ce qui permet d'éviter évidemment les faussaires, en tout cas sur le plan légal. Ce qui veut dire que la monnaie que l'on a aujourd'hui, la monnaie bancaire, et c'est Maurice Allais, prix Nobel d'économie 1988, qui l'a dit, la monnaie bancaire est de la fausse monnaie par rapport à la monnaie légale qui est définie dans la loi suisse et qui est la monnaie de la Banque nationale, soit la monnaie qui sont sur les comptes de la Banque nationale, soit les pièces et les billets que nous avons dans nos poches. C'est aussi une monnaie légale, c'est-à-dire une monnaie qui a cours légal. Une monnaie qui a cours légal, c'est une monnaie qui est officielle, qui est donc spécifiée dans la loi et avec laquelle on peut payer les impôts, avec laquelle on peut rembourser les dettes, avec laquelle on peut financer les institutions. C'est donc pour ça que la monnaie légale doit être un monopole national. On parle de régal monétaire, c'est aussi lié à cette idée de souveraineté. En Suisse, les moyens de paiement légaux sont les monnaies, les unités de compte qui sont déposées auprès de la Banque nationale, ainsi que les pièces et les billets qui courent dans nos poches, à l'exclusion des autres moyens. Ça veut dire que, et ça c'est le Conseil fédéral lui-même qui l'a avoué suite à une question d'un député, il n'y a pas d'autre monnaie que la monnaie légale qui soit vraiment officielle en Suisse. Donc toute la monnaie qui circule, les 90%, ne sont pas de la monnaie légale, c'est une monnaie subsidiaire
mais qui n'a pas cours légal. Et curieusement, tous les États cantonaux et même la Confédération, acceptent cette monnaie subsidiaire, cette monnaie, entre guillemets, non légitime, on ne va pas dire qu'elle est illégale, mais elle est dans un vide législatif, elle est non légitime, comme moyen de paiement des impôts. Elle devient donc, par la pratique, une monnaie faussement légale. Et c'est là-dessus que repose le trou énorme devant lequel on peut être placé et qui est un danger pour nous, parce que la monnaie qui circule n'est pas légale. Si une banque fait faillite, par exemple une banque systémique comme l'UBS, toute cette monnaie disparaît en même temps que la banque. Et à ce moment-là, les comptes des citoyens sont vidés, il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus rien. Parce que ce n'est pas de la monnaie légale, parce que ce n'est pas une monnaie qui existe légitimement. Alors ici, j'ai le titre de monnaie libre. Je suis désolé, j'ai travaillé hier soir et puis j'ai enregistré la fausse version. Le mot libre n'est pas tout à fait exact. Je vais dire monnaie constante. Elle est constante parce qu'elle n'engendre pas de dette lors de l'émission. Ça veut dire qu'il n'y a pas à être remboursée. Elle existe dans la société, elle tourne dans la société. Elle n'engendre aucune disparité dans le temps et dans l'espace, dans la mesure, évidemment, elle est distribuée aux citoyens. Alors, de ce point de vue-là, la monnaie pleine n'est pas tout à fait une monnaie libre, c'est une monnaie constante. On retiendra le premier item de cette slide. Quand on parle de monnaie régalienne, il y a la question du seigneuriage. Le seigneuriage est le bénéfice que l'on fait au moment où l'on émet de la monnaie. Si un souverain a des employés et que c'est lui-même qui crée la monnaie pour payer les employés, il fait un bénéfice net sur le travail de l'employé. Mon employé fait un travail qui coûte 1 000 francs, qui me coûte 1 000 francs, je prends un papier, j'écris 1 000 francs, tiens, voilà mon cher, c'est ton salaire. J'ai fait un bénéfice de 1 000 francs, parce que je n'ai pas besoin de sortir ces 1 000 francs de nulle part. Et ça, c'est justement le privilège du souverain, et on appelle ça le seigneuriage, ce bénéfice qui existe au moment de la création de la monnaie. Pour les pièces et les billets en Suisse, ce bénéfice est reversé par la Banque centrale, par la Banque nationale suisse, à la Confédération. La Confédération a le privilège d'émettre les pièces et les billets, mais comme vous savez, ça représente très très peu de monnaie par rapport à l'ensemble qui circule. Sur cette monnaie, il y a une création monétaire pure, mais il y a un bénéfice pur pour l'émetteur de la monnaie. Un bénéfice de 99% à peu près, parce qu'il faut quand même payer le papier et puis le métal pour faire les pièces et les billets. Voilà, ce seigneuriage aujourd'hui n'existe pas. En Suisse, il n'existe pas parce que tout simplement les banques commerciales ont pris le pouvoir de création de la monnaie en faisant cette monnaie de crédit. Donc, sur l'ensemble de la monnaie qui circule en Suisse, il y a un manque à gagner en termes de bénéfices pour la société civile tout entière sur 90% de l'existence de la monnaie. Non seulement il y a ce manque à gagner, mais en plus de ça, c'est une dette. On parle aussi de monnaie robuste. Lorsque l'on fait un crédit, le crédit doit être remboursé. Alors là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la question de la création de monnaie par le crédit. Si je viens dans une banque avec un projet, je vais acheter ma nouvelle maison, je suis tout content, j'ai les photos du terrain, j'ai les plans de l'architecte, je suis solvable, j'ai un bon job. Je vais à la banque avec mon petit dossier, le banquier me regarde et il me dit « Ah oui, c'est très bien ». Il me jauge et il spécule sur le fait que je vais pouvoir rembourser parce que je suis solvable. Du coup, il me présente un contrat, voilà monsieur signé ici, on va vous prêter les 300 000 francs qui servent à votre maison, signez-la s'il vous plaît. Au moment où j'appose la signature sur le contrat, je crée pour la banque l'actif qu'elle va mettre sur ses comptes. Je crée les 300 000 francs par ma propre signature, c'est moi qui le crée. Moi, le citoyen. Et la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a un actif qui vaut 300 000 francs, eh bien, elle va inscrire sur mon compte, c'est-à-dire à son passif, 300 000 francs que je vais pouvoir dépenser pour réaliser mon projet. Donc, en réalité, le véritable créateur de monnaie, c'est celui qui s'engage à rembourser
Ce n'est pas celui qui fait l'opération de création de la monnaie. Et c'est là que naît la confusion et aussi ce prestige indu que les banques ont avec ce dressing code absolument extraordinaire qui font passer les banquiers pour des demi-rois. Les créateurs de monnaie, ce ne sont pas les banquiers, ce sont les citoyens qui demandent le crédit. Alors non seulement ils sont les créateurs de monnaie, mais en plus de ça, on leur fait payer de l'intérêt sur l'argent qu'ils ont eux-mêmes créé et ils doivent le rembourser. Ce n'est pas pour rien qu'on parle dans ce domaine du crédit d'une arnaque pure et simple. Mais c'est tellement rentré dans les mœurs que dire le mot arnaque, dire le mot escroquerie, c'est pas politiquement correct. Et ça passe très très mal. Donc la monnaie robuste, la monnaie échappe à cette définition-là parce qu'une fois qu'elle est créée, elle continue à exister, elle n'a pas besoin d'être remboursée et il n'y a pas d'intérêt sur cette monnaie. Et c'est la grande différence entre la monnaie pleine et puis la monnaie de crédit qui circule actuellement. D'autre part, et ça devrait nous intéresser fortement sur le plan personnel, si nous avons des comptes avec de l'argent dessus, aujourd'hui, l'argent qui est sur ces comptes est confiscable en cas de faillite de la banque. Même, il ne nous appartient pas. Et si on lit bien les relevés bancaires que l'on reçoit, on s'aperçoit que la banque propose de nous donner l'équivalent du montant qui est inscrit sur le compte dans la mesure des moyens disponibles. Et dans la mesure de ces moyens. Parce que l'argent que l'on a déposé sur notre compte ne nous appartient plus. C'est un prêt que l'on a fait à la banque. Et ce prêt, la banque va l'utiliser pour faire ses opérations financières, voire même de la spéculation sur les marchés. Et ça, c'est l'argent de notre compte courant et c'est aussi l'argent de notre épargne. Ce qui fait que si la banque fait faillite, comme ce n'est plus notre argent et que la banque a promis de rembourser dans la mesure des moyens disponibles, le contrat, en fait, nous laisse sur le carreau parce que s'il n'y a plus de moyens disponibles, elle n'est plus tenue de nous rembourser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'argent. Si on a une monnaie pleine, la définition de la monnaie pleine oblige les banques à gérer séparément du bilan de la banque l'argent des citoyens que les citoyens ont sur leur compte. Et là, on revient à une définition, une législation qui existait aux États-Unis, qui était le Glass-Steagall Act, et qui disait que les banques de dépôt et les banques de finances devaient être séparées. Je crois que Kennedy voulait restaurer ce Glass-Steagall Act. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a eu pas mal d'histoires suite à la suppression de ce Glass-Steagall Act. Et depuis, toutes les banques se sont engouffrées dans la même chose. Les banques acceptent nos dépôts, mais en même temps, elles spéculent avec l'argent que nous leur conférons, que nous leur prêtons. Donc, notre argent n'est pas notre argent. On croit que c'est notre argent, et dans la mesure où le système tient, ça reste encore notre argent, on va pouvoir faire des paiements avec ça. Mais si le système lâche, et on sait qu'il est en train de lâcher, on le voit bien, et il va lâcher encore plus, eh bien, il finira par disparaître. Adopter monnaie pleine, c'est pour nous une protection, parce que notre argent sera géré indépendamment des comptes de la banque. Et il y a cet effet de lissage sur les cycles économiques sur lesquels je ne vais pas rentrer plus en détail parce que vous en avez déjà parlé un petit peu et puis on n'a pas beaucoup de temps, c'est plus compliqué. Monnaie honnête. Monnaie honnête parce que la monnaie actuelle, comme vous l'avez compris, elle est malhonnête. Et dans le cas de monnaie pleine, les remboursements de crédit, parce que les crédits continueraient à exister, bien entendu, on construira toujours des maisons, il y aura toujours de l'argent disponible, mais les remboursements ne seront plus de la destruction monétaire. Si on fait un crédit, bien sûr, on promet de rembourser, mais quand on aura remboursé, le compte au passif de la banque sera arrivé à zéro. L'argent aura été détruit. Donc une quantité équivalente de monnaie aura été soustraite de la circulation monétaire de l'économie. Ce qui fait qu'il faut de nouveau faire de nouveaux crédits pour remettre en circulation une quantité d'argent correspondante. Si on est en période frileuse et que les banques ne font plus trop de crédits parce qu'il n'y a plus de confiance dans le remboursement, parce que les notations sont mauvaises,
eh bien, on s'aperçoit que la quantité de monnaie va diminuer. Elle peut diminuer de telle façon à ce que les échanges soient empêchés, et on appelle ça l'austérité. Non seulement, donc, avec monnaie pleine, il y aura obligation pour les banques de remettre l'argent remboursé à la Banque nationale, mais la Banque nationale devra réinjecter cet argent dans l'économie par les dépenses publiques. Deuxièmement, les intérêts aussi seront réinjectés dans l'économie. Au lieu que les banques prélèvent de l'intérêt sur l'argent qui est créé momentanément et qu'elles l'injectent dans les marchés pour spéculer, pour faire des bénéfices, eh bien, ces intérêts seront recyclés dans l'économie réelle. Voilà. Bon. Alors, excusez-moi, je n'ai pas regardé la montre. Avant-dernière. Je vais faire très vite. On s'aperçoit que les agents bancaires, les AAB, les agents non bancaires ne sont pas sur le même plan. Si vous voulez aujourd'hui régater contre une banque dans une vente aux enchères, je vous souhaite bonne chance. Ils ont les moyens illimités, parce que ce sont eux-mêmes qui font la monnaie pour pouvoir faire leurs achats. Donc il n'y a pas un moyen pour un citoyen ou pour une entreprise quelconque de régater avec les agents bancaires. On a une inégalité économique. Adopter monnaie pleine, c'est remettre les agents bancaires sur le même plan que les agents non bancaires, puisqu'ils deviennent à ce moment-là des clients de la Banque nationale. Finalement, monnaie civile, alors on se retrouve avec presque les termes monnaie citoyenne. Cette monnaie qui est réinjectée dans l'économie permet enfin une politique monétaire pour la Banque nationale et pour le pays, et une politique budgétaire pour l'État. Aujourd'hui, vous ouvrez la radio, vous entendez parler que des budgets. C'est un problème qui est rémanent, et si on résout le problème de la monnaie, on résout en même temps les problèmes de budget.